Avec tous ces programmes d'expérimentation mis en place un peu partout, on s'aperçoit que depuis 2003, l'homme a parcouru un long chemin pour comprendre et adapter la vie au climat. Mais les canicules seront encore plus extrêmes dans les régions chaudes proches de l'équateur, dans des pays comme le Bangladesh ou le Soudan, où la population risque d'avoir des difficultés à financer des systèmes de climatisation. Sur une grande partie de la planète, du Moyen-Orient à la Sibérie, en passant par l'Australie, la fréquence et l'intensité des vagues de chaleur s'accélèrent déjà. Dans l'étude de l'Organisation mondiale de la santé, donc ils disent qu'ils calculent un impact accru par an de 250 000 personnes exposées à des risques de canicule. Si on fait l'hypothèse que ça continue comme ça, on peut penser que dans 30-40 ans, on arrive à des chiffres autour de 2-3 milliards de personnes en plus exposées. Pour autant, le futur climatique de la France, de l'Europe ou de la planète, donc après 2050, il n'est pas écrit. Et donc les efforts que l'on va faire maintenant peuvent nous permettre d'éviter d'avoir ces méga vagues de chaleur que nous indiquent les projections climatiques. Je pense qu'on peut voir le changement climatique comme une opportunité, puisqu'en fait c'est un changement qui de toute façon est là et qui nous demande de nous poser des questions sur la façon dont notre société est organisée, à la fois à l'échelle locale, à l'échelle régionale, à l'échelle internationale. Et donc utiliser le changement climatique comme un creuset pour repenser nos valeurs. Justement, les valeurs ont déjà commencé à être revues depuis 2015. Avec une avancée considérable dans la prise de conscience du réchauffement climatique lors de la signature de l'accord de Paris. 197 pays se sont engagés à réduire les températures de 2 degrés. Même si c'est une belle avancée, cela ne suffira pas à régler entièrement le problème. Sous l'administration Biden, les États-Unis vont pouvoir réintégrer les accords sur le climat et s'engager à nouveau à réduire leurs émissions de carbone, à développer le secteur des énergies renouvelables, à instaurer une taxe carbone, etc. Ça redonne l'espoir d'une trajectoire où la planète continuera à se réchauffer, mais sous le seuil critique des 1,5 degrés d'ici la fin du siècle. La bonne nouvelle, c'est donc que l'on gagne un peu de temps. C'est impératif aujourd'hui de suivre les accords de Paris. On ne peut pas penser l'adaptation sans penser également cet autre levier qui est l'atténuation. Les recherches montrent que nous devons impérativement trouver une alternative aux énergies fossiles. C'est le message que nous, les scientifiques, essayons de faire passer auprès du public et des décideurs politiques. Mais nous sommes attaqués par tous ceux qui voient leurs intérêts menacés par les résultats de la recherche scientifique sur le climat. La même chose s'est produite sur un laps de temps beaucoup plus court avec les recherches sur le coronavirus. Cette posture anti-science a eu pour conséquence un bilan humain catastrophique aux États-Unis, où des centaines de milliers de personnes ont perdu la vie. Avec le dérèglement climatique, on fait face à une crise encore plus grande. L'humanité se remettra de la pandémie du coronavirus, mais elle n'échappera pas à la menace existentielle du réchauffement climatique. Si les scientifiques se battent pour faire entendre leurs chiffres, leurs études, leurs découvertes, c'est parce que depuis 2003, des moyens considérables ont été déployés pour faire évoluer leur matériel et les techniques des différentes mesures. On est capable de prévoir plus finement les températures et peut-être mieux dans la localisation exacte des températures. D'ailleurs, on va le voir. Et puis peut-être aussi de mieux anticiper plusieurs jours à l'avance les phénomènes. Et cette nouvelle capacité d'anticipation est essentielle pour que nos sociétés puissent faire face sereinement aux hausses des températures. Par exemple, les dirigeants de Disneyland peuvent prévoir une réduction importante de la fréquentation de leur parc en raison de la chaleur. Ou encore, en Allemagne, les autorités ont instauré des limitations de vitesse sur les autoroutes pour que les pneus ne se consument pas sous la chaleur. Grâce aux études, les chercheurs ont pu estimer qu'une grande partie de l'Asie du Sud, notamment plusieurs régions d'Inde et du Pakistan, connaîtront d'ici la fin du siècle des températures trop élevées pour pouvoir y vivre. Et le monde de l'agriculture aussi évolue, se réinventant autrement pour résister à ce nouveau climat. Je vais essayer d'adapter mes cultures. C'est la recherche génétique qui change avec les variétés de blé. Il y en a qui sont plus résistantes à la chaleur, d'autres plus à l'humidité. On a vraiment des variétés qui arrivent à tenir quand même, notamment des périodes de sec.
Voilà, un peu plus importante qu'il y a quelques années, quoi. Vu qu'il y en a de plus en plus, on peut se dire que notre patrimoine de défense des hyperthermies est en train de se constituer progressivement et on commence à avoir un peu plus l'habitude. Le monde des technologies regorge de promesses. Je pense qu'il faut inciter les gens et les politiques à se ranger du bon côté. Si on y arrive, l'avenir sera moins sombre. En réalité, c'est tout un monde qu'il faut repenser afin de réduire l'impact des canicules à venir. Car tout reposera sur les mesures prises sur le long terme. L'aménagement urbain doit prendre en compte beaucoup de choses. Aussi pour parler simplement du climat. Par exemple, l'étendue de la ville et donc les transports pour aller travailler, pour accéder aux services, etc., ont un impact énorme sur la santé et sur le climat aussi. Partout en Europe, on peut observer des évolutions sur la manière de vivre. Récemment à Vienne, la capitale autrichienne, les rues du centre-ville sont devenues entièrement piétonnes. La ville a aussi installé des systèmes de brumisateurs permettant de rafraîchir l'air ambiant de plusieurs degrés. Et en France, nous n'avons pas été les derniers non plus. La ville de Paris, elle a sorti une application qui s'appelle Extrema, qui avait pour objectif de donner les informations notamment sur qu'est-ce que c'est qu'une vague de chaleur, les impacts que ça peut avoir en termes de santé et comment s'en prémunir dans son logement, dans son activité au quotidien. Cette application, elle permettait également de localiser les lieux frais au sein de Paris, par exemple les piscines, les parcs et les jardins. Ça permettait de savoir où est-ce qu'on pouvait aller se rendre pour être dans un lieu plus frais. Dans le sud de la France, la ville de Nice teste des solutions avec différentes options, comme les mobiliers urbains rafraîchissants ou encore le système de mouillage de la chaussée installé sur les routes où de l'eau est pulvérisée par le bas grâce à des conduits. Avec tous ces programmes d'expérimentation mis en place un peu partout, on s'aperçoit que depuis 2003, l'homme a parcouru un long chemin pour comprendre et adapter la vie au climat. Si toutes les villes du monde, à leur échelle, entreprennent des actions qui pourront contribuer à la stabilisation des émissions mondiales de carbone au cours des prochaines décennies, la fréquence des canicules aux États-Unis pourrait diminuer d'environ 50%. Aujourd'hui, 23% de l'énergie que nous consommons provient d'énergies renouvelables. L'Inde a lancé un programme très ambitieux en termes d'énergie renouvelable. Le gouvernement prévoit également de développer drastiquement le marché des voitures électriques alimentées par l'énergie solaire, qui ont déjà commencé à pénétrer le marché. L'Inde vise aussi la construction de plus de 900 millions de mètres carrés de bâtiments écologiques d'ici 2022. On entend souvent que l'une des solutions serait de modifier nos comportements individuels afin de limiter notre impact carbone. Mais nous devons réduire nos émissions de manière drastique pour éviter un réchauffement trop important. Et l'action individuelle à elle seule n'y parviendra pas. C'est pourquoi nous devons aussi agir à l'échelle collective pour faire changer la société, en votant massivement par exemple, afin de mettre la pression aux décideurs politiques et les inciter à taxer le carbone ou à développer des mesures incitatives en faveur des énergies renouvelables pour remplacer les énergies fossiles. Alors, est-ce que nous pouvons revivre un événement apocalyptique comme la canicule de 2003 ? Tout porte à penser que oui, mais dans des conditions très différentes. De nos jours, il est difficile pour un scientifique travaillant sur ces questions de ne pas être angoissé, car tous les signes annonciateurs d'une catastrophe sont là. Mais on sait aussi que la Terre regorge de belles choses qu'il nous reste encore à découvrir. En fait, le changement climatique est un facteur de changement énorme. Maintenant, la question c'est est-ce qu'on veut subir ce changement ou est-ce qu'on veut choisir ce changement ?